New York, Conseil de sécurité des Nations Unies, début février 2003. La parole est à son Excellence, le secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique, M. Colin Powell. Ce jour-là, devant un public mondial de près d'1 milliard de personnes, avec une grande gravité, Colin Powell brandit une fiole de poudre blanche. Le contenu d'une petite cuillère d'anthrax en poudre comme celle-ci, conditionnée dans une enveloppe, a suffi à paralyser le Sénat des États-Unis. En montrant ce flacon, Powell cherche à frapper les imaginations et mettre en garde contre le danger mortel que représente ce genre de substance biologique. Et Saddam Hussein n'a pas même reconnu la détention par l'Irak d'une seule cuillère de cette substance dangereuse. Le secrétaire d'État américain donne alors en exemple des pays qui, eux, ont bel et bien détruit leurs armes de destruction massive. En premier lieu, l'Afrique du Sud, censée avoir détruit ses stocks d'armes biologiques en 1993. Curieusement, c'est ici, dans ce parking à Irvine, une petite ville de Californie aux États-Unis, que se produit un événement qui nous lance sur la trace de l'anthrax. Le 28 février 2000, James Patrick Reilly arrive à son bureau à 10 h, comme tous les jours. C'est le patron de BioPharm, une entreprise pharmaceutique. Il a garé sa voiture devant et il marchait vers la banque. Bill Rams est reporter au journal local The Orange County Register. Au moment où il allait entrer, un individu masqué s'est précipité sur lui avec un revolver. Il lui a tiré dans la tête, la balle a traversé la joue. James Reilly, blessé, se traîne jusqu'à un banc. Il sortira vivant de cet attentat. J'étais à mon bureau, à environ 30 km de là. J'ai un appareil qui intercepte les fréquences radio de la police. Et j'ai entendu qu'il y avait eu des tirs à Irvine. Vous savez, Irvine, c'est une ville très tranquille. Il n'y a pratiquement pas de crime et de violence à Irvine. Et si quelque chose comme ça est annoncé, alors ça veut dire que ça doit être vraiment quelque chose de sérieux, quelque chose d'intéressant. La police oriente rapidement ses recherches sur le docteur Larry Ford, partenaire en affaires de la victime. Les policiers soupçonnent Ford d'avoir organisé l'attentat. Le 2 mars, 3 jours plus tard, Larry Ford se suicide. C'était il y a 3 ans. Ma femme et moi regardions la télévision. Et je lui ai dit ça alors. Voilà quelqu'un que j'ai connu il y a 15 ans. 15 ans plus tôt, Peter Fitzpatrick était un indicateur du FBI. Je savais que Larry Ford travaillait dans le domaine des armes biologiques. Je le savais parce que j'entretenais des relations amicales avec Gideon Bauer, qui était à ce moment-là l'attaché commercial de la République d'Afrique du Sud. Il vivait à Beverly Hills. Il m'avait dit que Larry Ford avait rendu de grands services à l'Afrique du Sud. C'est ici, dans la maison de Gideon Bauer, l'attaché commercial de l'Afrique du Sud, que Peter avait vu Larry Ford échanger des substances biologiques mortelles avec un haut fonctionnaire du ministre de la Santé de l'Afrique du Sud. C'était en 1987. Gideon m'avait dit que le docteur Larry Ford avait transformé des gènes de choléra, de typhoïde, d'anthrax, de toxines de botulinum, de peste bubonique. Et il produisait une bactérie spéciale que Gideon appelait germe exterminateur de Kaffir, c'est-à-dire des bactéries spécialement conçues pour tuer les Noirs, seulement les Noirs. La police décide de fouiller la maison de Ford. Elle trouve de grandes quantités d'armes et d'explosifs et dans le réfrigérateur, 256 récipients de substances mortelles, de la typhoïde au choléra, en passant par des produits biologiques bizarres. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Les types de l'équipe armes biologiques du FBI se pointent ici, habillés en cosmonautes. D'un coup d'un seul, ils font évacuer tout le voisinage, les écoles tout autour et ils ferment les classes. Voilà, c'est ça, la maison. C'est encore un grand mystère aujourd'hui. Je veux dire, nous ne savons toujours pas qui était le tireur en fuite. Nous ne savons pas ce que cherchait à faire Larry Ford. Quels étaient précisément ses liens avec l'Afrique du Sud. C'est un mystère qui n'est pas résolu. C'est ici,
dans ce quartier de la classe moyenne américaine propre, que le docteur Ford avait entrepris, à lui tout seul, ce qu'il faut bien appeler un programme d'armement biologique. Certains de ces gènes mortels venaient très probablement d'Afrique du Sud. Mais alors, si tel est le cas, on peut se demander si vraiment ce pays avait détruit totalement son stock de substances biologiques mortelles. La question est plus que sérieuse en ce temps où de nouvelles formes de terrorisme inquiètent. Nous avons donc décidé de suivre la trace de l'anthrax en Afrique du Sud. Marlene Burger est journaliste. Elle vit et travaille en Afrique du Sud. Alors qu'elle enquête sur un sombre fait divers, elle tombe, à son tour, sur la trace de l'anthrax. J'ai appris la mort du général Minard l'année dernière en novembre. Il se trouve que le général Minard était un personnage assez étrange. Après qu'il ait quitté les rangs de l'armée d'Afrique du Sud, il est devenu évident qu'il était lié à toutes sortes d'affaires secrètes. Personne ne savait vraiment ce qu'il fabriquait. Mais voilà qu'on laissait entendre qu'il avait peut-être été victime d'un poison biologique. C'est ici, le 2 septembre 2002, que le général Minard meurt dans les bras de sa fiancée, Romay Harding. Il ne se sentait vraiment pas bien. Et à vrai dire, très vite, il s'est senti terriblement mal. À un moment, il m'a simplement demandé de le tenir. Exactement, il m'a dit « Laisse-moi dormir et tiens-moi ». C'est ce que j'ai fait. Puis je me suis endormie aussi. Autour d'1h30, j'ai été réveillée à un moment où son corps a une secousse tout d'un coup. Le temps que les infirmiers arrivent, le général Minard est mort. Son corps est transporté auprès de son médecin personnel, dont le cabinet se trouve ici, dans ce centre commercial. Les médecins constatent sa mort qu'ils attribuent tout de suite à une attaque cardiaque. Pourtant, selon les dires de Romay, les infirmiers qui avaient trouvé son corps dans une mare de vomi avaient préconisé une autopsie. Ils se posaient des questions. Très peu de temps après sa mort, son corps s'est mis à enfler, de manière impressionnante. En fait, les gens qui essayaient de soulever son corps ont eu besoin de renforts pour arriver à le déplacer. Le corps du général Minard est transporté ici, à la morgue, chez D&D. Il y reste plus d'une semaine, toujours sans autopsie. Puis le corps est incinéré. On ne pourra jamais en savoir plus sur les conditions de la mort du général. Le général Minard avait auparavant appartenu au service secret sud-africain et même à des unités spéciales d'assassinat politique. Sa mort est une énigme. À sa mort, il laisse des indices très révélateurs, des photos venant de son appareil personnel, des fichiers informatiques issus de son ordinateur, des documents que nous sommes parvenus à obtenir. Voici un cliché, l'un des clichés, provenant de l'appareil de Minard, où on voit un flacon de sérum contre l'anthrax. C'est l'un des produits que le général Minard aurait mis en vente. Quand j'ai vu que le général Minard pouvait avoir été impliqué dans des affaires de vente d'anthrax au marché noir, cela m'a beaucoup étonnée. Vu qu'à ma connaissance, les virus et bactéries produits dans le cadre du programme biologique COAST avaient en principe été détruits dans un incinérateur. Ceci est le laboratoire de recherche Roux de Platte mis en place en 1991. C'est l'endroit où la partie biologique du projet COAST était mise en œuvre. L'Afrique du Sud est officiellement signataire du traité d'interdiction des armes biologiques depuis 1972. Pourtant, du temps de l'apartheid, on a fabriqué ici, expérimenté et produit secrètement quelques-uns des gènes les plus dangereux jamais produits par l'homme. Dès lors que l'Afrique du Sud nouvelle s'est engagée dans la voie du désarmement, il a été entendu que ce laboratoire devrait être démonté au début 1993. Lui, c'est Wout Basson, l'homme qui dirigeait le projet COAST. C'est à lui aussi qu'a été confiée la responsabilité de démanteler ce projet. Il a affirmé devant la justice que les substances dangereuses du projet COAST
ont bien été brûlées et détruites sur les lieux mêmes du laboratoire. Pourtant, selon Tori Pretorius, procureur au tribunal, c'est seulement dans le domaine chimique qu'il y a des preuves avérées de destruction, pas dans le domaine biologique. Pour ce qui est du laboratoire de recherche Roux de Platte, il n'y a aucune preuve établie. Non. On doit se contenter du « moi voilà ce que je dis » des scientifiques, et c'est tout. Il n'y a aucune preuve réelle, aucune que ces substances aient été effectivement détruites. Le docteur Basson prétend aussi lors de son témoignage qu'il a détruit toutes les données scientifiques issues du projet COAST, consignées dans un CD-ROM qui avait été mis en sécurité. Pourtant, on retrouvera ces données intactes dans 4 coffres, dont l'un qui se trouve aujourd'hui dans le bureau du procureur. Bonjour, Dr. Rosen. Pouvez-vous nous dire à quel titre vous intervenez ici? Le docteur Dan Hussein, qui témoigne ici devant la Commission pour la vérité et la réconciliation de l'Afrique du Sud, est l'un des fondateurs du laboratoire Roux de Platte et son directeur. Ma connaissance des gènes se trouvant à Roux de Platte est très limitée. Pour ce que je sais, ils ont été détruits. Mais il est vrai qu'ils n'ont pas été détruits dans les formes. Sous la surveillance d'experts indépendants ou d'autorités internationales. Ce qui nous conduit à nouveau à la question, comment le général Minard a-t-il pu avoir accès à de l'anthrax pour le vendre en toute illégalité? Pierre Ho, détective privé, avait été recruté par Romy Harding, la fiancée du général Minard. Sa mission, en savoir plus sur la mort du général. Il commence par s'intéresser aux affaires que le général avait tenues secrètes de son vivant. Sa première affaire consistait à sortir de l'anthrax et de l'antisérum d'anthrax d'Afrique du Sud et remettre le tout au gouvernement américain. Cette affaire devait se faire avec 2 individus, d'anciens agents de la CIA, peut-être le sont-ils encore, je ne sais pas trop. Leurs noms, c'était Don Mays et Bob Slocum. De l'autre côté, ceux qui proposaient l'affaire, c'était Minard et le docteur Dan Rosen. Plusieurs personnes ont pris contact avec moi. L'idée, c'était que mes connaissances et celles des scientifiques qui étaient avec moi, ces connaissances pouvaient être utiles aux Américains. Donc ils prenaient des contacts pour voir si nous pouvions leur être utiles. C'était un projet ambitieux. Nom de code, Shortstop. Cette offre de service était proposée au prix de 5 millions de dollars. Selon le document que nous avons pu nous procurer, Minard était censé fournir un sérum anti-anthrax. Cela est autre chose, le vrai truc, comme il disait. 20 litres d'anthrax, conditionnés en 200 ampoules, livrés dans des containers comme celui-ci. N'avez-vous pas fourni de l'anthrax pour des tests à certaines personnes? Je n'ai pas fourni d'anthrax. Que ce soit pour des tests ou pour une autre raison, pas d'anthrax. À l'exception d'une souche pour vaccin, genre de choses que vous pouvez acheter facilement à peu près partout de nos jours chez les producteurs de substances biologiques. Je n'ai aucun doute. C'est bien d'anthrax qu'il s'agissait et ce sont bien des souches d'anthrax qui ont été désignées dans les documents fournis au gouvernement américain. J'ai moi-même discuté avec l'un de ces scientifiques qui m'a confirmé cela. Et à une question que je lui posais sur l'endroit où l'anthrax était stocké, vu que tout cela préoccupe sérieusement tout le monde, il m'a répondu que l'anthrax était gardé en lieu sûr par 2 individus. Savez-vous qui sont ces 2 individus? Non, je peux seulement faire l'hypothèse que de ces 2 individus, l'un était le scientifique à qui je parlais, et l'autre le docteur Dan Rosen, le grand héros de toute cette saga. Le docteur Hussein nie avoir remis de l'anthrax à ces hommes de la CIA ou prétendu tel. Mais le Wall Street Journal révèle que Hussein leur a fourni autre chose, d'un danger tout aussi grand. E. coli, une bactérie conçue génétiquement qui produit des toxines mortelles. C'était un produit totalement nouveau issu du travail des chercheurs du Roux de Platte, un produit qui était censé être détruit.
Dr Houssens, dans un article, il est question de 2 mm de colis congelés et séchés que vous auriez vous-même fournis aux Américains dans le cadre de toute cette transaction, celle dont il a été question tout à l'heure. Oui, celle dont il a été question, en effet. Il s'agissait de le colis qui avait été conçu avec des moyens génétiques. Pour donner forme à cette transaction, le général Minard établit un contrat entre la société MTS International Consultants et une société d'investissement enregistrée aux Bahamas, gérée par Robert Zlocki, décrit comme le directeur général de la société. Connaissez-vous une société nommée MTS International Consultants? Non, mais je ne suis pas préparé pour une interview de ce genre. Si vous voulez encore continuer ce jeu de questions-réponses, alors donnez-moi vos questions, je verrai ce que je peux répondre. Cette interview ne me va pas. C'est juste que MTS International Consultants semble être une société fondée par le général Minard et un contrat a été établi et votre signature apparaît sur une copie de ce contrat en tant que responsable scientifique. Je ne sais rien de cette société, je ne sais rien de ces contrats. Je comprends. Écoutez, pour que vous ayez toutes les cartes en main, permettez-moi de vous montrer un exemplaire que j'ai en ma possession. No. Ça ne vous dit rien. Ça ne me dit rien, et pour moi, ça suffit comme ça. J'ai dit tout ce que je souhaitais dire, je ne connais pas ce document. Finalement, l'accord avec la CIA ne se concrétisa pas, mais l'anthrax, lui, était toujours là. C'est le moment où nous faisons connaissance avec Arnold Van Eck, un associé de Minard actuellement en liberté provisoire, mis en cause pour fraude dans une autre affaire. Minard me dit un jour qu'il a des trucs militaires à vendre et il me demande si je connais quelqu'un. J'ai effectivement pris contact avec un type du nom de Helmut Ganzo. Il travaillait pour la CIA et on fait une réunion avec Minard chez moi. Alors là, tout d'un coup, je comprends qu'ils sont en train de parler du vrai truc, comme disait Minard, l'anthrax. Alors là, je me suis inquiété. Arnold vient raconter cette histoire à la police qui décide de surprendre Minard en flagrant délit. Pour cela, on fournit à Arnold Van Eck un soi-disant client, présenté comme un arabe, un cher, intéressé par l'anthrax. J'ai remis l'antidote d'anthrax au général Minard. C'était exactement là, dans ce parking. Le général Minard me l'avait donné et je l'ai remis aux 2 officiers chargés de l'enquête. Il était entre 8 et 9 heures du soir. C'est-à-dire que 15 minutes avant, je l'avais pris chez le général Minard et je lui avais rapporté. Ça avait été mis dans une boîte de crème glacée. Minard avait sorti les glaces et laissé le récipient avec le produit dedans. C'est le même que vous avez sur la photo. Le sac réfrigérant avec de l'eau et des glaçons au-dessus. C'était ici même, dans ce parking, et je l'ai donné aux 2 officiers chargés de l'enquête. L'un des soi-disant acheteurs, celui qui était censé être arabe, ça l'intéressait de tester certains de nos antisérums. Donc je lui ai donné un vaccin, je pense que certains intermédiaires ont eu le vaccin et lui ont donné. D'après ce que j'ai entendu, ça a fini entre les mains de la police sud-africaine qui l'a testé comme étant de l'anthrax. Mais ce ne sont que des rumeurs, j'ai pas d'informations de première main sur tout ça. Le prétendu cher voulait en savoir plus. Arnold Van Eck affirme que le général Minard lui avait fourni ce document. C'était une liste recensant 652 organismes et gènes des plus bénins aux plus dangereux. C'est une partie de ce qui était en vente. Je ne lui ai pas fourni la liste. Bon, un journaliste m'a montré une liste qui venait apparemment de Minard. À vrai dire, cette liste ressemblait fort à la collection de Rhodeplate avec quelques modifications. Bref, selon Houssens, cette liste n'aurait alors été qu'une liste complètement dépassée. C'est ce que la police veut vérifier. Les policiers, par l'intermédiaire du soi-disant cher, veulent des éléments concrets. Encore une fois, Arnold va voir Minard. Juste devant nous se trouve la station-service, où nous devions rencontrer le chauffeur du Cher.
Quand nous sommes arrivés ici, le chauffeur nous attendait. La police se tenait au coin, près du Holiday Inn, surveillant ce qui se passait. Un autre policier attendait au centre commercial, là-bas. Nous sommes entrés et le chauffeur se trouvait là, debout, juste derrière nous, près de l'enseigne Nissan. Exactement garé ici, le chauffeur du Cher attendait dans le parking. Nous sommes arrivés comme cela et nous nous sommes garés juste ici. À ce moment, je suis descendu de l'arrière de la voiture. Le général Minard était déjà à l'intérieur, là où est la voiture rouge. Donc je suis allé vers la voiture, là-bas, et je me tenais à l'extérieur. Minard, lui, était dans la voiture. Les policiers, eux, ils étaient de ce côté-ci et de ce côté-là. Il a tendu l'anthrax, il a dit que c'était très dangereux. Le chauffeur a demandé « Bon, quand est-ce qu'on conclut ?» Le général Minard a dit « Non, finissons-en d'abord avec ça. » Le chauffeur a dit « Écoutez, il faut que j'y aille. » Minard est descendu de la voiture et on s'est tous séparés. La police nous a confirmé, hors caméra, l'exactitude de ce témoignage. Le laboratoire a bien confirmé aux policiers que c'est d'anthrax qu'il s'agissait. C'était la première fois que des forces de police réussissaient à intercepter de l'anthrax au moment où il passe de main en main dans une transaction commerciale clandestine. Il ne s'agit plus alors de science-fiction, mais d'une réalité industrielle, commerciale, qui ouvre la voie à des utilisations criminelles pour de vrai. J'ai entendu dire que Ty Minard avait de l'anthrax dans son congélateur à la maison. En avez-vous entendu parler? Est-ce que cela paraît possible? Si tel a pu être le cas, c'est pas moi qui l'ai fourni. Mais vous n'êtes même pas au courant de... Non, je ne suis pas au courant. Il n'a pas été en mesure d'avoir de l'anthrax? Je sais bien que ce genre d'informations circulent, et je sais qu'en réalité, elles viennent des proches de Minard. C'est le moment où le docteur Hussein refuse de continuer l'interview. Il avait mis comme condition à notre rencontre devant la caméra qu'un agent des services de renseignement sud-africains puisse assister à l'interview. Quand nous demandons à cet agent de bien vouloir nous parler à son tour, il refuse. Nous vous avions pourtant bien dit que nous voulions vous poser des questions. Vous pouvez éteindre la caméra? C'est en train de devenir extrêmement difficile de rencontrer quiconque parmi les autorités qui accepte de parler avec nous de toute cette histoire. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Au début, quand j'ai pris les premiers contacts, je pensais que l'histoire était beaucoup plus simple. Et maintenant, les portes se ferment. Et c'est bien dommage, car il y a d'autres photos encore dans l'appareil du général Minard qui soulèvent des questions tout aussi troublantes. L'anthrax est l'un des produits proposés à la vente, mais on trouve aussi des missiles terre-terre, des pistolets laser et même du matériel nucléaire. Nous avons montré ces photographies à Rolf Ekéus, le premier chef des inspecteurs de l'ONU en Irak. Dans ce cas particulier, il est clair qu'il y a un sérieux problème de police. Mais c'est encore plus sérieux que cela. Pour moi, cela indique de manière évidente qu'il y a quelque part un circuit d'approvisionnement et qu'il y a quelque part une activité de production qui n'est ni déclarée ni recensée. Mais alors, où en est l'activité de production en Afrique du Sud? Et comment a-t-elle pu se poursuivre? Dans un monde moins mal fait, des inspecteurs internationaux tels que ceux-ci soutiendraient les efforts de la police sud-africaine. Ensemble, ils procéderaient à des inspections sur des sites suspects afin de les examiner. Il y a bien des inspecteurs internationaux pour les armes chimiques, mais aucun mécanisme de contrôle n'existe dans le domaine biologique. Je pense que la seule issue, c'est la coopération multilatérale internationale. Aucun pays, aussi fort et puissant soit-il, n'a la moindre chance de s'en sortir seul avec ses problèmes. Il est possible de mettre en place une coopération efficace. En plus, ces substances peuvent être déplacées facilement à travers le monde
Et pour contrer cela, des mesures doivent être prises à un niveau global. L'exemple sud-africain démontre certes le besoin d'un traité international. Reste aussi qu'il faut tenir compte de la complexité des situations locales. 6 mois après que Arnold van Eyck ait rencontré Minnaar dans ce centre commercial, Minnaar est décédé, aucune arrestation n'a eu lieu et rien ne nous permet de dire que l'enquête policière continue. Je suggérerais que tous les malfrats impliqués dans ces affaires passent au détecteur de mensonges ou une autre machine médicale ou électronique pour savoir s'ils disent la vérité. C'est important pour nous et pour le monde, pour la paix, pour nos enfants, que la vérité sorte enfin. Où est passé l'anthrax? Où sont ces produits? Pourquoi le gouvernement ne fait-il rien face à tout ça? Bref, où est la vérité?